posé la question de poursuivre le voyage et devenir prof de plongée. Ça aurait pu être bien, tu aurais toujours les cheveux longs. Non, alors malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Quand t'es entrepreneur, t'es multicasquette. Oui, effectivement. Tu t'intéresses à tous les sujets. La question, c'est quelle est ta casquette principale ? C'est un peu ce que je disais, ce besoin de sentir l'impact que tu as, très mesurable et très direct sur la boîte. C'est toujours quelque chose que j'ai. Tu vois, avec Kaby, je signe toujours. Hein. Il y a une phrase que j'aime bien dire, un peu en toutes circonstances, c'est « j'ai pas envie d'avoir chaud sous les bras ». Et ça marche plutôt pas mal partout. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cédric Davio pour un exercice un peu particulier. Tout à fait, c'est moi qui vais prendre les rênes, désolé, chères auditrices et chers auditeurs. Je vais prendre la place de Pierre et de sa voix suave et pleine de prosodie pour mener cette interview. Tu l'avais préparé ? Tout à fait. Merci. Voilà, ça va être l'exercice de l'intervieweur interviewé. C'est la 100e et donc voilà, c'est sur une idée de quelques-uns de mes invités, Sacha Morard, Cyril Morcrette notamment, qui s'étaient dit que voilà, sur la 100e, il faudrait peut-être faire un truc un peu spécial, un peu qui sort du lot. Je me plie à l'exercice et j'ai un petit peu peur. Et pourquoi je t'ai proposé, Cédric ? Parce que pour la petite histoire... tu es la première personne à qui j'ai proposé d'enregistrer les épisodes CTOs. Tu es la première personne avec qui j'ai enregistré. Tu n'es pas le premier épisode à être sorti. Tu es l'épisode numéro 4 ou 5, je ne sais plus bien. Pour pas faire de jaloux. Voilà, pour pas faire de jaloux. Et pour la petite histoire, le premier épisode, on l'a réenregistré parce que fallait être un peu meilleur. Voilà, je me rappelle de ce premier épisode qu'on enregistre chez moi où mes lapins te passent entre les jambes et puis je fais référence à mes lapins et puis tu me dis mais on a le droit de faire ça dans un podcast. Voilà, donc c'est une anecdote que personne qu'on révèle aujourd'hui. Bon, bref, j'ai peur, je me laisse, calme-toi, je me laisse guider. Tout à fait. Première question, Pierre, assez typique de ce podcast. Raconte-nous un peu ton parcours. Ok, bon, voilà, c'est quelque chose de très large. Je vais commencer... moi j'ai 43 ans, j'ai une femme avec qui je travaille depuis plus de 15 ans et 3 enfants magnifiques, dont une paire de jumelles qui m'a donné une belle nouvelle vision sur la vie. Tout à fait. Et je suis aujourd'hui cofondateur de Kaibi depuis 8 ans, qui est une société, une ESN spécialisée dans le dev, web, logiciel, applicatif. Il y a eu quelques étapes entre-temps. Parce que ça, tout le monde le sait. Moi, je pensais plutôt aux origines, en fait, aux sources. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début, en fait, avant que tu deviennes un personnage public. Avant que je devienne un personnage public. Alors les origines, moi je fais une école de commerce qui s'appelle Grenoble et qui a le bon goût de s'appeler GEM. C'est pas mal. Voilà, qui s'appelait pas GEM à l'époque. Suite à ces études-là, je fais j'en parle parce que c'est quand même deux, trois tournants un peu sympas, puis 2-3 moments un peu forts. Je me lance pas dans la finance, ni dans le market, ni dans la communication, mais je vais faire trieur manutentionnaire de nuit, de minuit à 6h du matin à la poste. C'était mieux que les cabinets d'audit. Voilà. En tous les cas, c'est une expérience qui remet pas mal les idées en place. Tout à fait. Voilà, minuit, 6h30, t'arrives 1 minute en retard, tu te prends un taquet. Du rythme, de la productivité, la pause c'est 10 minutes. À 6h30, t'as passé la nuit debout, à poster pas mal de lettres dans toutes les cases. Alors moi j'étais au service, pour la petite histoire,
J'étais au service énigme, enfin ou pas loin des énigmes, mais toutes les lettres que les Qu'il fallait machines déchiffrer, c'est que ça? les machines n'arrivent pas à trier. D'accord. Donc du coup, bah voilà, du centre de tri Paris-Bonvin dans le 15e, et donc bah fallait que je déchiffre un petit peu les énigmes des gens, quoi, et Ok. mettre dans les bonnes cases, dans les bonnes rues, tout ça, quoi. Donc j'ai fait ça, et c'est une super expérience. T'avais Malgré fait ça tout. parce que Alors j'ai fait ça. tu trouvais pas Je trouvais encore pas d'emploi. ouais, voilà, ou tu trouvais pas ta voie ou C'est vrai que ça peut paraître bizarre après des études de commerce, bac plus 5, tout ça. J'ai fait ça parce que ça devait être un objectif de transition. D'accord. Voilà, c'était pour financer un voyage que je faisais post-études en Asie. Et donc voilà, je fais ça quelques mois. Et t'as J'ai pas mis- voulu faire 6 mois encore une fois dans un cabinet de conseil Non. non, Mm. pour amasser plus en moins de temps et gagner plus à la fin. Non. Non, ça aurait été au risque d'y rester. Donc non. Tout à fait. Non, et donc je pars quelques mois plus tard, 6 mois en Asie, je fais un super voyage, en Népal, Laos, Vietnam, Cambodge, des stages de méditation, je reviens avec les cheveux longs, une longue barbe. Je me rappelle de quelques anecdotes, effectivement. Tu me vas raconter de ces voyages de méditation que je ne vais pas répéter ici. Donc voilà. Et j'ai failli ne jamais avoir de carrière dans l'IT, parce que pendant ce voyage, je me suis vraiment fortement posé la question. Devenir moine bouddhiste. Non, alors ça non, je me suis pas posé cette question-là. À l'issue de mon stage de 10 jours de méditation où il fallait ne pas parler, j'étais quand même vraiment content de pouvoir reparler, avoir une communication visuelle, visuelle et sonore avec le monde. Ouais. Non, je me suis vraiment posé la question de poursuivre le voyage 6 mois, 1 an et demi de plus, et devenir prof de plongée. Ça aurait pu être bien. Voilà. Et Tu aurais toujours les cheveux longs. Non, alors malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, donc je pense que... Ça n'empêche pas qu'ils soient longs, ceux qui restent. Ouais, bon là, après, il y a un peu d'estime de soi, tout ça. Voilà, donc, et finalement, pression sociale, ou envie de revoir la famille, ou un peu le manque du pays, et puis cette idée-là, je l'ai mis de côté, et puis je suis rentré, quoi. D'accord. Voilà. Et donc tu rentres, c'est sympa, tu retrouves ta famille, tes parents, tout ça, là, les potes. Il faut que tu trouves une voie professionnelle. Ouais. Et tu avais réfléchi ça quand tu avais fait tes études déjà à qu'est-ce que tu allais faire quand tu serais grand? Écoute, les 6 mois de voyage n'avaient pas permis une grosse réflexion, donc j'ai prolongé par 4-5 mois d'un emploi à mi-temps en tant que pion dans un collège, qui était également une expérience assez intéressante. Tout à fait. Qui t'a préparé au management d'aujourd'hui? Non, peut-être pas à ce point-là quand même. qui a préparé peut-être au management, à la coordination, qui m'a poussé à être des fois contre nature, à savoir crier. Non. Si, je t'assure que non, je ne te crois pas capable de crier. J'ai crié en salle de permanence contre des enfants à qui j'ai même mis des heures de colle. Voilà. C'est bon. Ouais, tu t'imaginais pas, hein? Non. Ouais. Non, t'as dû te faire violence. Ouais, exactement. Tu ne t'imagines toujours pas, en fait. Non. Voilà. Et puis, je pense que les batteries étaient quand même bien rechargées. Les batteries étaient plutôt bien rechargées. Ma maman avait des questions orientées. Pourquoi ne veut-il pas exploiter tout ce qu'il a appris en école de commerce? Non, est-ce que tu as des entretiens? Quelles sont tes pistes? Voilà. Et j'ai senti que c'était le moment. Une pression légitime en fait de la part de parents qui ont payé des études. Qui ont payé des études, ça va très bien, mais bref, qui ont envie de voir leurs enfants s'exprimer. Exactement, sur quelque chose, un objectif plus long terme. Tout à fait. Voilà, et donc du coup, Alors, le milieu des ES, c'est ZESI, comme on disait à l'époque. T'as pas ciblé ce secteur en particulier? Non, en fait, à l'époque, je pense que vraiment, j'ai choisi la voie de la pente à plus faible résistance. D'accord. Donc, la voie où il y avait de l'emploi, la voie où il y avait
du besoin, la voie où on te recevait en entretien. Il y avait quand même quelque chose je savais que je m'orientais vers un métier plutôt commercial quand même. D'accord. Et ça, je pense que c'est mon stage de fin d'études dans le marketing. Qui t'a fait dire que tu voulais pas faire ça? Qui m'a fait dire que je voulais m'orienter vers un métier où j'aurais un impact plus direct, plus mesurable en fait, plus quantifiable sur le chiffre d'affaires, sur le résultat, le sentiment d'utilité plus direct. Voilà, quand tu signes, tu sais qu'il s'est passé un truc, c'est concret, c'est tout de suite, et c'est un peu ce sentiment qui guidait ce choix-là, et d'où mes recherches. Et puis, quelque part, tu vends pas des bouteilles de verre ou des bagnoles, etc. Le produit, c'est de l'humain, donc de la compétence humaine, du temps humain. Donc, quelque part, tu as peut-être ta fibre qui se projette là-dedans en disant, voilà, certes, je suis commercial, mais je ne fais pas que regarder les chiffres, je m'intéresse aussi aux humains. Non? Alors, au moment de la recherche d'emploi, je sais pas si c'est ça que je me dis. Non, Sincèrement. avec le recul maintenant. Avec le recul... Tu ne dis pas, tiens, non, en fait, j'ai bien choisi, ça me correspond. Eh ben écoute, avec le recul, je suis assez content des choix que j'ai faits. En tous les cas, je suis tombé, j'ai eu la chance de choisir une société dans laquelle j'ai passé quand même une sacrée tranche de vie. Et je pense que c'est un signal... c'est un signal fort d'alignement, en fait. Quand tu restes plus de 10 ans, pas loin de 11, dans une société, c'est que à la fois tu trouvais ton compte, à la fois il y avait de la reconnaissance. Et donc voilà, donc cette société, c'est celle où on s'est rencontrés. Tout à fait. Dans lequel on est nombreux quand même à être restés longtemps. Hein. Dans lequel il n'y a pas que moi qui ai trouvé mon compte, effectivement. Oui, tout à fait. Dans lequel on a été aussi nombreux à avoir plusieurs vies éventuellement, etc. Exactement. Et donc cette société, c'est une société qui s'appelait SOAT, qui n'existe plus depuis pas si longtemps que ça, quoi. Voilà, qui a été racheté. Exactement. Qui existe toujours, mais sans vraiment exister par cette dénomination. C'est assez étrange d'ailleurs. Exactement. Et donc du coup, tu parlais d'humain. Je pense que le secteur des ESN n'avait pas très bonne presse à l'époque. Et moi, à contrario, j'ai plutôt toujours eu l'impression qu'on me demandait d'exercer mon métier, et ce métier-là, plutôt dans le respect de l'écoute et des souhaits des gens avec qui je bossais, et ça m'allait pas mal. Mais non, c'est vrai, parce que si on ouvre quand même une petite parenthèse sur le sujet, sur SOAT, aujourd'hui c'est beaucoup plus courant quelque part des ESN respectueuses, des consultants, etc. Mais à l'époque, il y en avait vraiment très peu, et on était en dehors du marché, quelque part, en dehors du fonctionnement de tous les autres qu'on appelait, et il en reste des marchands de viande. Je sais pas si je m'en rendais compte au tout début, à l'époque, mais en tous les cas, moi, ça m'allait. Et effectivement, j'avais plutôt l'impression d'être tombé dans une boîte qui me correspondait de ce point de vue-là. Et puis il y avait un petit côté aussi générationnel, avec les soirées qui ressemblaient à des soirées BDE. Enfin voilà, on était toute une bande de jeunes aussi, à se retrouver, sur lequel effectivement on a eu la chance de se voir confier des responsabilités relativement jeunes, avec beaucoup d'autonomie, avec des principes comme il vaut mieux demander pardon que la permission, qui sont quand on est jeune et plein d'envie, etc. C'est toujours agréable qu'on nous fasse confiance et qu'on puisse s'exprimer. Exactement. T'as demandé pardon, toi ? Quelquefois. Tu vois, je peux pas m'empêcher d'échanger les rôles. Ah oui, non, mais j'ai demandé quelquefois pardon, mais il y a toutes les fois où j'ai fait des choses sans permission, et voilà, et tout le monde était content. C'est ça. Donc voilà, première étape de ma carrière, SOAT, en tant qu'ingénieur d'affaires. Je pense que j'ai eu la chance de réussir. Je pense qu'un de mes moteurs, c'est un moteur peut-être pas le plus commun, mais je pense qu'un de mes moteurs, c'est le stress, quoi, mais plutôt un stress positif, sur besoin
Le besoin de faire des de affaires, de prouver ta valeur. Je pense que le besoin de pas décevoir, le besoin de pas être en dessous, le stress de pas être dans l'objet, drivé par l'objet. Je pense que tout ça, ça a été des moteurs de succès qu'ont amené les patrons de l'époque à me proposer assez rapidement de travailler, de prendre des responsabilités d'encadrement, de management. J'ai eu la chance d'encadrer Jean-Fabien Hennequin, qui a été le premier et avec qui je travaille encore, qui est notre directeur d'agence de Lyon. Mais tu vois, Jeff, parce qu'on va l'appeler par son vrai nom, mais c'est pour moi son appellation commune. Mais pour moi, c'est l'illustration de la diversité qu'il y avait à Sohat. Il y avait beaucoup de diversité chez les consultants. Il y avait beaucoup de geeks, mais il y avait des geeks de dev, il y avait des geeks de la photo, des geeks de la lecture, des geeks de la nature. Bref, à partir du moment où quelqu'un avait un peu une passion, il était valorisé. Mais dans l'équipe commerciale, encore une fois, il y avait beaucoup de diversité aussi. Il y avait des approches et des styles très différents. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça en fait à l'époque et maintenant avec le recul. Ça, pour le coup, je pense que j'y suis peut-être pas complètement pour rien. Je pense avoir toujours dit aux commerciaux que on a tous notre perso. On a notre personnalité en prospection, on a notre personnalité en rendez-vous et il faut faire avec nos rythme forces, de travail, avec notre rythme, avec nos oui, forces. Il fait rien là pendant 3 heures, mais après il va se transformer en machine de guerre, tu vas voir. Voilà, j'étais pas trop dans le mode, tu vois, en prospe, on peut dire il y a une phrase à sortir et puis il y a des forks à dire et puis des réponses aux objections. En fait non. Mickaël, il faisait des blagues très vite. Kevin, il utilisait sa voix de Barry White comme arme de séduction. Moi, j'utilisais le. Vous n'auriez pas 2 petites minutes, désolé, avec un petit air de pas vouloir déranger. S'il vous plaît, une petite mission, un petit besoin, rien. Puis quand on me disait non, je disais juste 2 minutes alors. Tu vois, chacun son style, quoi. Ouais. Donc, la diversité, c'est richesse, quoi. Tout à fait. Et donc, tu prends tes responsabilités du management, tu passes de celui qui fait à celui qui fait faire, mais qui fait toujours. Tu continues effectivement en même temps, tu drives ton équipe à faire du business. Et puis, la société grandit, on grandit, il y a un peu plus de monde. Est-ce que les choses, elles changent ou dans l'approche, dans le quotidien, dans la répétition quelque part, parce que quand tu te retrouves dans le post management, tu te retrouves aussi à gérer les problèmes, les tiens, mais ceux des autres. Tu as des clients pas faciles, on va pas les nommer ici, mais il y a des clients qui sont, dont on sait qu'ils sont pas faciles. Tu veux pas poser une question une par une ? Excuse-moi, je suis nouveau dans le métier. Dans le métier d'intervieweur. Je te laisse répondre. Parce que, sans vouloir, il y avait 12 questions là. Ok. Alors, je vais essayer de répondre. Petit 1, il y a une période où les choses évoluent assez lentement, où tous les 6 mois les choses évoluent, mais au final, je passe responsable de BU avec une BU qui grandit de manière un peu organique avec le succès de la BU en fait. Et où, grosso modo, tous les 6-8 mois, il y a un commercial qui rejoint la BU. Je reste opérationnel très, très fort, quoi. C'est-à-dire que j'ai une casquette formateur, j'ai une casquette accompagnateur, je pense. J'ai une casquette de conseil, j'ai une casquette de mise en réussite. Mais je continue à gérer des comptes, à être sur le terrain, à savoir ce que c'est, à comprendre les difficultés. Et je pense que c'est une période où je suis manager de proximité. Et je pense que c'est une période où c'est plutôt facile pour moi d'être manager. Parce que je fais ce que je dis ce que je fais. C'est assez, globalement, tu es un simple, manager par l'exemple, en fait. Et tu montres bien l'exemple. J'étais un manager opérationnel et de proximité. Et c'était assez. Tu avais la BU web ? J'avais la BU. Comment on appelait ça ?
je sais plus, web, industrie, télécom, médias. Ouais, en gros, tu avais tout sauf la finance. Et Ouais. bref, le marché était plutôt porteur aussi pour cette branche-là, quoi. Ce qui n'enlève rien à ton mérite, hein, mais... Et ouais, voilà, c'était tout hors banque, finance, assurance. Exactement. Voilà, et donc du coup, ça, c'est en fait, c'est des phases de... Les paliers de management se font assez naturellement, et voilà. Je pense que le grand changement, c'est quand, avec un départ de l'autre responsable de BU, on me propose de reprendre la direction commerciale, où l'équipe double, et où si j'ai quand même participé à tous les recrutements, mais voilà, j'ai pas été manager historique de l'autre équipe. Et puis ça change ton positionnement. Fatalement, tu peux moins être dans l'opérationnel direct. C'est un moment où effectivement tu es contraint de t'auto-virer de certaines choses opérationnelles pour avoir plus de temps à dégager sur... gérer des problèmes. Alors par exemple, oui, ça peut être gérer, ça peut être gérer des problèmes. Effectivement, gérer des conflits, gérer des problèmes, gérer des sujets, être plus en réunion, plus en interface avec les différents... voilà, tu arrives au CODIR, donc tu es plus en interface avec des décisions que tu dois prendre un peu conjointement ou moins conjointement avec les services market, RH, DAF, voilà. Direction technique. Direction technique. C'était toujours conjoint, Cédric. Oui, non, mais... Pas loin. Non, on était plutôt alignés. Tu veux dire que j'allais t'oublier ou non, on était non, alignés? pas du tout, on était alignés. Ça me rappelle d'ailleurs un CODIR où il y avait eu l'ambition effectivement de notre direction d'augmenter un peu les marges de SOAT qui étaient à l'époque, pas terribles, parce que c'était pas le but premier de l'entreprise d'ailleurs. Voilà, on était content d'augmenter les gens très régulièrement et qu'ils aient des belles missions, et la marge n'était pas l'objectif premier, mais quand même au bout d'un temps ça nous limitait. Et effectivement, il y avait sur la table une idée de travailler l'image de marque avec des cabinets de communication, etc. Et je me rappelle assez bien de ce CODIR où tu as dit non, mais ça sert à rien en fait, il suffit de mettre une surprime aux commerciaux. Non, mais après, quelque part, vu que ça a marché très bien, très vite, autant que l'argent il reste en interne plutôt que le filer à une boîte de com, tu vois. Mais alors, je pense que c'est marrant comment tu le décris aujourd'hui. Je pense effectivement qu'à l'époque, on a effectivement opté pour... on a effectivement opté pour un système qui incitait à aller chercher des tarifs un peu plus élevés. Et je pense que ça a marché. Je pense que ça a marché plus parce que... Enfin, ça a marché parce qu'on était à cette époque-là sur un positionnement qui était le rapport TJM-valeur était effectivement sous-coté à SWAT, quoi. Si on avait été au marché, oui. Tu faisais ce que tu voulais là-dessus. Je pense que le plafond de verre, c'est le marché. C'était une sorte de rattrapage de retard, c'est-à-dire que globalement on faisait des affaires et on cherchait pas le maximum de rémunération, quoi. On était sur un rapport qualité-prix qui était voilà. Et puis il n'y avait pas d'incitation particulière à être très à chercher ça, voilà. Mais je me permets de remonter à quelques-unes de nos interactions de l'époque. Qu'est-ce que tu vas me dire? Sur la saisie des informations commerciales dans le système d'information, et donc de fait à les partager avec le risque de l'équipe commerciale. Aujourd'hui, en tant que patron, tu es beaucoup plus sensibilisé à ces problématiques, que les commerciaux saisissent bien, préviennent bien dès qu'ils le savent, le fait qu'une mission va se terminer, ce genre de choses. Attends, t'es dur. Je pense que... T'étais plutôt un bon élève, mais bon, c'était pas... Non, mais tu parles de ma casquette commerciale ou tu parles de quand j'étais directeur commercial? Parce que pour le coup... En tant que directeur commercial, oui, effectivement, c'était une vraie problématique pour toi. Le tour de force, c'était que... Alors, il y a un truc qui est
un système de variables et un système d'objectifs définit un petit peu les actions et les orientations que tu veux. Et ce qui avait été assez chouette avec l'équipe, c'était que en fait, c'était pas dans leurs objectifs et ils n'avaient pas forcément de variables associées au fait de bien anticiper les sorties de mission. Et en fait, c'était bien fait. Toute l'équipe jouait le jeu. Oui, Toute l'équipe. Bon, avec certaines. c'est jamais parfait, des fois, mais certains s'accordaient 1 ou 2, 3 jours de priorité ou sur semaine, l'information. Ou semaine. Mais ça Non, n'a mais jamais, globalement, jamais généré de problématique de sortie que tu apprends sous une frite alors qu'elle est connue depuis un mois On est d'accord. et que en fait c'est demain quoi. Et Voilà. globalement, au-delà de la problématique, des problématiques de l'équipe commerciale, si l'ensemble fonctionnait bien, c'est aussi parce que les objectifs et les primes de l'équipe commerciale étaient alignés sur les valeurs de l'entreprise et qui étaient de valoriser aussi le parcours et les missions des consultants. Exactement. Bon, quelquefois, il fallait se battre effectivement pour avoir les quelques jours d'intégration du consultant qui, tu dis, non, mais c'est bon, il démarre. Je dis, ouais, ok, mais il revient la semaine prochaine, c'est ça hein. Mais bon, globalement, ça se passait bien. Et donc, l'aventure SOAT se termine. Ouais. Et tu te lances dans une nouvelle aventure avec Rémi, donc, qu'on avait évidemment connu à SOAT. Ça se passe comment en fait? Ouais, alors juste. Juste moi, j'ai peut-être été un peu trop vite en besoin. Non, mais c'est-à-dire que. Elle se termine. Voilà, faut peut-être. Je sais pas s'il faut expliquer les pourquoi. C'est à toi de voir. Les pourquoi elle se termine ou ça. C'est toujours un. Bon, c'est 10 ans quand même, donc c'est Il y a prescription. C'est une grosse tranche de. Non, je veux dire que c'est une grosse tranche de vie que j'y ai passé. Mais je pense que c'est pas unifactoriel, c'est multifactoriel. Qu'est-ce qui t'amène à décider de quitter une boîte dans laquelle finalement t'as passé une super décennie, tu t'es fait plein de potes pour la vie, t'as appris plein de choses. J'ai effectivement arrivé à un moment donné où j'avais plus d'opérationnel du tout, plus de clients, ça me manquait. Ça, je pense qu'il y a un côté aussi que ça peut développer un syndrome un peu de l'imposteur, tu sais. C'est un peu ce que je disais au début, ce besoin de sentir l'impact que tu as très mesurable et très direct sur la boîte. C'est toujours quelque chose que j'ai, tu vois. Avec IB, je signe toujours. Hein. À 43 ans passés. Quand tu n'as plus du tout de contact avec l'opérationnel et de sentiment d'utilité, moi, ce syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai vécu... je pense un peu à ce moment-là, quoi. Puis au-delà du syndrome de l'imposteur, il y a aussi, encore une fois, je pense que dans ta nature, une question de positionnement. À partir du moment où tu gères le management de l'équipe commerciale et que concrètement, tu passes une part non négligeable de ton temps à gérer des gros contrats, du juridique, du financier, des problèmes. En langage tech, c'est l'équivalent de passer ton temps à corriger des bugs et jamais délivrer de la new feature. C'est vrai que mon quotidien, c'était gérer une démission, gérer un conflit, aller se prendre des baffes en copil d'une TMA. C'est pas forcément ce qui est le plus excitant, quoi. J'allais plus chercher de bonnes nouvelles du tout. Et mon quotidien était quand même fait plutôt de mauvaises nouvelles. Voilà. Après, je pense qu'il y a eu aussi... je pense qu'il y a eu des choses dont j'ai pris la responsabilité, dont a posteriori, soit dire je veux pas le faire, soit dire c'est une connerie de le faire. Mais en tous les cas, j'avais pas les compétences pour... et peut-être pas l'envie non plus d'endosser la responsabilité. C'est-à-dire que... Tu penses à quoi? Je pense à le métier sur lequel j'étais monté en compétence, sur lequel j'étais bon, c'était l'assistance technique, la régie. Et on avait réussi à monter en compétence en quelques années sur une vente un peu différente de prestations plutôt de conseils orientés à l'agilité.
Et sur les dernières années, il y a eu des impulsions probablement guidées par des opportunités qui arrivent coup sur coup, tu sais. On a un forfait, on peut faire un forfait, on peut faire un deuxième forfait. Putain, on a 3 forfaits d'un coup, mais en fait, c'est peut-être le moment de faire du forfait. Et l'agilité, le pont avec l'expertise, les missions d'expertise, et puis, paf, la formation. Et ça a été le lancement un peu de manière concomitante, tu vois, en 2-3 ans, sur les 2-3 dernières années, de lancement d'offres assez diverses et variées, tu vois, formation, expertise, forfait, en plus du métier historique de l'assistance technique. C'est pas les mêmes postures commerciales. Alors, c'est pas la même posture, mais effectivement, l'expertise et la formation peut être, c'est concomitant, on va dire, aux compétences qu'on pouvait faire. La formation, t'adresse pas les mêmes personnes. T'adresses pas les mêmes interlocuteurs. D'un point de vue commercial, mais effectivement, d'un point de vue consultant, c'est à peu près la même chose. C'est assez lié. Il faut un catalogue, il faut le vendre. C'est surtout une démarche marketing et commerciale. Il faut former ton équipe de vente à un catalogue. Honnêtement, sur le forfait, je suis pas sûr que ça ait jamais été dans l'ADN de la boîte. Et je m'y étais essayé 10 ans avant toi, et bref, j'avais déjà pu constater ça. Mais non, mais c'est des métiers. Non, en fait, c'est des métiers. Je suis pas sûr que, tu vois, a posteriori, j'avais fait évoluer les systèmes de variables commerciaux avec des objectifs, et il y avait des objectifs qui allaient de rendez-vous expertise, forfait. Enfin, oui, tu avais l'impression d'arriver et d'être une épicerie ambulante. Non, tu mais vendais un peu tout et. C'est dur d'adopter une posture en rendez-vous différente, de porter des offres différentes. C'est hyper complexe. Et puis le réseau commercial, encore une fois, où la clientèle, le réseau client les interlocuteurs ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pas forcément les mêmes. Et sur l'expertise, effectivement, tu vas chercher peut-être des plus hauts niveaux chez des clients. Sur la formation, c'est peut-être les RH ou les opérationnels qui sont un peu différents. Enfin bref. C'est pas les mêmes cycles de vente. Là, c'est 3 semaines. Le cycle de vente, un forfait, ça va être 2, 4, 6 mois. C'est pas la même posture contractuelle. C'est pas la même posture en termes les mêmes instances de gouvernance et de comitologie. C'est pas la même orga en fait. Non, mais c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Et donc du coup, moi, mon erreur à l'époque, c'est m'a dit, je pense, tout va bien se passer. On va y arriver, quoi. Ouais. Voilà, j'aurais dû dire, écoutez, c'est une deuxième offre, avoir l'humilité peut-être de dire, prenez un DIRCO. Pour porter cette offre ou qu'il y ait quelque chose de plus séparé dans les responsabilités, dans les offres, dans les process, quoi. Voilà. Donc du coup ça a été, je pense, un peu usant et voilà. Je pense que voilà. Puis grosso modo la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, quoi. Effectivement. Et donc après. En plus j'étais plus là. T'étais plus là depuis un moment. J'étais encore là, mais loin. T'étais plus là depuis un moment. Et un peu plus loin, quoi, effectivement. Pas forcément envie de. Enfin voilà, objectif, les questions se posent, quoi. Le choix de vie. Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est ailleurs? Si c'est Paris. Est-ce que je deviens responsable de BU? Est-ce que j'essaie de devenir directeur commercial ailleurs et de retrouver cette vie de gérer des problèmes sans avoir la satisfaction opérationnelle? Plein de questions. Voilà, grosso modo, c'est soit tu restes dans le même milieu à Paris et il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. J'avais plutôt envie de retourner vers de l'opérationnel, aller chercher des bonnes nouvelles. J'avais pas forcément envie de repartir dans des postes à composante managériale ou très forte composante managériale. C'était pas l'envie du moment. D'accord. Voilà. Puis si le choix de vie avait été différent de Paris,
Peut-être. Oui, On mais aurait profité pour. tu avais déjà femme et enfant, donc c'était Écoute, la ça arrive à tout le plongée, monde, c'était ça. plus compliqué. Non, il n'y avait rien de joué, quoi. D'accord, tu te voyais partir en Thaïlande, embarquer tout le monde, et je vais faire de la plongée, quoi. Non, mais après, faut gérer les envies communes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense pas. Tu vois, ce projet-là, je pense que ça aurait pas marché. Voilà, par exemple. Par exemple, j'en ai pas parlé d'ailleurs. Donc voilà. Ok. Et donc, Tu me demandais comment ça a démarré? Oui, oui, C'est ça. exactement. Franchement, l'image du garage, alors, c'est pas tout à fait ça, mais je sais pas si je vais répondre à ta question, si c'était ça que tu voulais dire, mais ouais, avec Rémi, on démarre, et puis on démarre. Je me rappelle, on a démarré dans un appartement à Montrouge, pas très loin d'ici. Un petit appartement. Mais qui n'était pas votre appartement à l'un ou à l'autre, qui était un appartement. C'était mon appart, oui. un petit appart que j'avais, dans lequel j'avais vécu avant d'avoir des jumelles et ça ne marchait plus avec 2 enfants. Voilà, et donc on a démarré là-dedans 4 mois. Chaque fois qu'on passait un coup de fil, autant te dire que ça résonnait. T'avais pas eu l'idée de mettre 2-3 tentures pour étouffer un peu le son? Si, non, mais ça résonnait quand même. Ouais. Et assez vite, voilà, ça a duré 2-3 mois, 3-4 mois. C'était surtout sur le recrutement. Impossible. Ouais. Pourquoi? Parce que Montrouge? Parce que vous n'êtes pas connu? Non. Parce que vous Non, démarrez? Non, mais impossible de... En fait, c'est là que tu vois que les temps ont changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, le recrutement se fait pas exclusivement à distance. Mais quand un candidat te dit j'ai une préférence pour faire un entretien en visio, si c'est le premier entretien, le deuxième entretien, tu fais pas de manière, quoi. En fait. Ouais. Et en fait, c'est rentré dans les mains. À l'époque, et c'est pas si vieux que ça, quand tu disais on fait un entretien en visio, ou quand tu dis on va se voir dans un bar, parce qu'en fait on pouvait pas recevoir là où on était, c'est suspicieux, quoi. Oui. C'est suspicieux. Là où aujourd'hui c'est presque un facteur clé de... Enfin, ta flexibilité sur ton process de recrutement et les lieux où tu fais. Moi je trouve que c'est cool de venir voir les locaux, les lieux de vie et tout ça. Mais c'est pas grave si c'est le dernier entretien, quoi. Ouais. Voilà, donc à l'époque... Ce qui a changé entre cette époque et maintenant, tu penses, c'est l'épisode... c'est le Covid. C'est le Covid. Puis il y a un aspect générationnel de fait aussi, parce qu'il y a une nouvelle génération qui ont connu que le post-Covid, entre guillemets, sont... je sais pas si c'est générationnel, là, pour le coup, je pense que... Non, mais ça a impacté tout le monde, mais effectivement... On s'est tous adaptés au fait qu'il y a plein de choses qu'on faisait... en présentiel et qu'on peut faire en visio, et dont les premières rencontres en recrutement, quoi. Bon, bref, ça marchait pas, cette histoire, et ça marchait pas du tout, et très vite on a cherché des locaux qui auraient une gueule de locaux. D'accord. Et je sais pas si t'as connu Jonathan Perrouca? Je crois. Ouais, et du coup on le croise dans un resto à côté, puis il nous dit ah, mais vous cherchez peut-être des locaux, tenez, venez, ma boîte Soulou. D'accord. Ma boîte Soulou, on est arrivé en tant que sous-locataire, il nous avait dit bon, on vous virera peut-être dans 2 mois parce qu'on est en train de grandir, c'est génial. Donc c'était pas Jonathan, hein, c'est le boss le fondateur de la boîte, Moutoum. Du suspense, c'est vous qui les avez virés? Non, on n'a viré personne, nous. Mais effectivement, ils ont fait faillite. Et on allait voir le proprio pour récupérer le bail. Et tous les sous-locataires sont restés et ils sont partis de manière naturelle au rythme où nous, on grandissait. Et donc, 8 ans plus tard, 7 ans plus tard, 7 ans et demi plus tard, on est toujours dans les mêmes locaux. Qu'on trouve assez sympa, qui n'aurait pas tenu sans le Covid, d'ailleurs. Qui n'aurait pas tenu sur le Covid. En surface. Mais en 2019, l'hypothèse où... en 2019, on se disait, il va falloir déménager
faut anticiper un déménagement en 2020, 2021, max. Mais, Puis maintenant, on est en mode mais parce flex que office, comme beaucoup de gens, quoi. mais parce que la structure, effectivement, ils tournent en flex office ou les consultants, quand ils se retrouvent ici, ils viennent peut-être moins systématiquement. Bon, on a un rythme de 2 jours de présentiel semaine et qui se répartit essentiellement entre le lundi et le jeudi, D'accord. avec un jour où on demande un jour un peu d'équipe le mardi, on tient tous et on tient encore tous. D'accord. On se serre un peu, quoi. Oui. Oui, c'est une journée par semaine, quoi. Ça Voilà. se gère, quoi. Voilà. Très bien. Et donc l'aventure KIB commence. D'entrée de jeu avec Rémi, enfin voilà, vous avez tous les deux été un peu biberonnés à la culture SOAT. Quels sont les exemples sur lesquels voilà, vous souhaitez reproduire il y a des choses voilà, voilà, fatalement, il y a quand même des choses qui marchaient bien, une culture commune, des valeurs peut-être que vous voulez porter ou... Ah bah, les trucs dans lesquels les trucs que tu as trouvé nobles il y a 15 ans et les trucs dans lesquels tu t'es retrouvé bien et aligné il y a 15 ans, bah, finalement, on change peut-être pas tant que ça. Ouais. Donc effectivement, se connaître tous, connaître les envies de chacun et tâcher d'y répondre, et le respect des engagements, c'est un peu, je pense, c'est ce qui nous c'est ce qui guide, quoi, c'est ce qui anime, c'est ce qui est... Puis d'un point de vue on tâche entrepreneurial, en tous les cas d'être aligné avec ça, quoi. Voilà, Ouais. des fois tu fais le max, mais je pense qu'on n'est pas loin de je pense qu'on est assez fiers d'arriver à reproduire ça, quoi. Oui, et puis c'est un bon, au-delà des valeurs humaines qui sont derrière, c'est aussi mieux pour les affaires parce que c'est quand même plus simple d'accompagner les consultants dans leur évolution et dans leur souhait de mission, etc., plutôt que de sans cesse recruter. C'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. En tout cas, c'est moins pénible. Alors oui, effectivement, c'est plus long terme. Ouais. C'est moins la stratégie tonneau des Danaïdes. C'est quand Ouais. même. Oui, c'est ça. C'est pas l'idée, puis c'est pas chouette, quoi. Et puis c'est une belle satisfaction quand tu arrives à chaque fois, quand tu arrives à bien aligner les envies avec les propositions que tu fais et qu'il y a une progression de mission en mission des équipes, bah c'est cool, quoi. C'est ce qui nous guide. Très bien. Donc ça, c'est des choses qu'on a essayé un peu la ligne directrice qu'on a essayé de reproduire. Après, il y a des choses qu'on divergeait, quoi. Oui, des choses que justement des choses que vous n'avez pas voulu reproduire peut-être, des erreurs. Il y a des choses qu'on a faites des choses qu'on n'a pas forcément reproduit. C'est voilà, je pense que le choix des agences en région, c'est un choix qu'on fait assez tôt, en 2019. Et qu'est-ce qui vous motive dans cette aventure en Ce fait qui nous motive, en fait, il y a un moment donné, tu as le choix entre... Enfin, est-ce que tu as le choix? Enfin, tu as plusieurs choix, mais... Oui, rien ne vous a obligé, a priori, mais tu peux te dire, j'ai la capacité d'aller un peu plus loin et ça marche bien et de faire de la croissance. Je la fais à Paris. Et du coup, t'es plus sur une croissance de 20, 25, 30 personnes par an, mais ça va plus vite. Ou alors, on s'est dit, voilà, et pourquoi pas finalement reproduire des modèles un petit peu plus petits et de proximité à dupliquer en région, qui offriront des possibilités d'évolution géographique à ceux qui le veulent. Voilà. Donc il y avait une envie de ouais, parce qu'il y a des paliers, quoi. Dans les boîtes, quand tu arrives à le palier 300 par exemple, je me rappelle que c'est un palier alors chaque organisation est différente,
À un moment T, avec une organisation T, avec une direction Y. À 300, moi j'avais vécu un tournant, quoi. Ouais, tu connais mais fatalement moins les gens de manière tu individuelle. connais moins les gens, faut s'organiser différemment. Ouais. Et donc du coup, c'est une manière de conserver et de croître plus différemment en tous les cas. Voilà. Tu as une croissance du coup qui est moins... qui reste linéaire, mais qui est répartie géographiquement et avec des modèles qui, je pense, sont de proximité. Je crois que les directeurs d'agences, qui soient à Lyon, Nantes et Bordeaux, sont des sacrés relais, quoi. Oui, puis ça vous permet aussi de travailler avec des gens que vous aviez connus et en qui vous avez confiance et inversement. Exactement. Très bien. Et un petit mot sur vos complémentarités et la répartition des rôles entre toi et Rémi. Alors c'est marrant parce que alors, du coup, tu vois, Rémi, moi, Rémi était dans mon équipe, dans l'équipe commerciale à SOAT, donc commercial. Donc du coup, en termes de complémentarité pour monter une boîte, il vient pas du monde RH ou du monde financier ou du monde de la tech. Et dans l'organe qu'on a eu au tout départ, dans l'appart, on n'avait pas du tout scindé les rôles, quoi. C'était chacun votre tour, la cuisine. Voilà, c'était chacun son tour, on n'avait pas du tout scindé les rôles. Et on était en mode équipe, soudés, mais tous les deux sur toutes les tâches de la boîte, quoi. D'accord. Et je pense que c'est venu assez vite, mais au bout de 2 mois et demi, 3 mois, on a fait le constat, ok, non mais en fait, faut qu'on arrête de faire les mêmes tâches tous les deux. Pierre, tu prends la casquette co, moi je vais me mettre plutôt sur la partie recrutement, sur la partie outils, sur la partie trésor, DAF, tout ça. Et donc on a scindé les rôles très tôt et je ne peux que conseiller à d'autres entrepreneurs de faire la même chose parce que ça a débloqué plein de trucs, quoi. Mais aujourd'hui, vous continuez quand même à échanger sur ces sujets ou alors tu laisses Rémi se débrouiller sur toute la partie financière, recrutement tu t'y intéresses un minimum, j'imagine, mais... Oui, je m'y intéresse quand même. Quand t'es entrepreneur, t'es multicasquette. Oui, fatalement. Tu t'intéresses à tous les sujets. La question, c'est quelle est ta casquette principale? Et puis, Rémi mouille encore le maillot sur un ou deux comptes commercialement. Et ces derniers temps, il est particulièrement performant. D'accord. Peut-être endosser la casquette DAF, quoi, moi, finalement. Ok. Mais non, on a scindé les rôles et c'était une bonne décision. Une bonne orga. Voilà. Et on est très rarement désalignés, quoi. C'est bien, ça. Alors, c'est très agréable. Je pense, c'est génial. Alors, pour le coup, on a connu dans le passé Tout à fait. des désalignements, des fois, des choses. Le chaos peut être source de création, quelque part, des fois, mais... Non, je pense qu'on est tous les deux des personnes assez consensuelles. Je pense d'ailleurs que peut-être ça pourrait nous servir d'être des fois un peu moins consensuel, un peu plus dans le grincement. Après, parce que vous êtes toujours d'accord ou c'est parce que vous voulez pas la confrontation? Je pense qu'on a la chance d'être beaucoup d'accord. Et je pense que les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord sont pas fondamentaux, souvent. Donc vous choisissez vos combats, quoi. Et souvent, il y en a un qui très vite dit « Non, mais j'en fais pas un combat. » Voilà. Mais
Peut-être que quelques grincements. Bon, en vrai, moi, ça m'arrange. Mais Oui, non, je suis pas sûr qu'il faille absolument bon, se les friter souhaiter, pour quoi. avancer. Hein, voilà, c'est pas. Mais ouais, non, c'est une association qui est. Non, c'est chouette à ce point de vue-là. Pas souvenir en 8 ans de points de désaccord majeurs, quoi. Très bien. Très bien. Venons-en, si tu es d'accord, à ce qui nous réunit aujourd'hui. De fait, l'initiative de lancer CTOs, c'était quoi ta motivation première de lancer ce podcast? Les motivations premières, c'est... Sortir de l'ennui? Alors non, je m'ennuie pas. Non, l'idée, c'est novembre 2020. Novembre 2020, 6 mois post-Covid, bilan de l'année. Et puis, bah, tu te dis, non, mais est-ce que je refais 3 ans comme ça C'était une année particulière. Donc Oui, la parce réponse, que je c'est pense non. que pour quoi. tous les chefs d'entreprise, l'année Covid a fatalement été un peu compliquée parce que, enfin voilà, ça ébranle tout, Ah bah, les modes de fonctionnement, le quotidien, les finances. Il y a beaucoup d'incertitudes. Enfin, c'est forcément compliqué. Bah, Donc, voilà, comme toutes les boîtes, ou comme beaucoup de boîtes, entre le 20 mars et le 15 avril 2020, tu as 20% de ton CA qui disparaît. Waouh, on t'explique qu'il y a du chômage partiel qui va t'aider, mais tu sais pas comment ça marche. Personne ne comprend rien. oui, puis à l'époque, on n'imagine pas des prestations de consultants à distance. Enfin, Il y a plein de trucs qu'on n'imagine pas. Enfin bref, Ouais. grosse zone, je pense, de stress. Et au final, ça s'est quand même bien passé, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde a bien réagi. L'activité est repartie très vite. En septembre, on était septembre, octobre, on était. Oui, parce que c'est un C'était rien événement, passé, quoi. c'est un événement qui quelque part Ouais. est totalement orthogonal, pardon, à l'activité. Donc il y avait toujours ce besoin qui était là, ce marché qui était là, Ouais. et du coup, voilà. Mais les 3 mois de premier confinement étaient quand même vraiment durs. Oui. L'incertitude a été dure à gérer, quoi. Et puis, bah, le Covid amène des changements, en fait, amène des changements que tu l'as eu ou non, dans l'orga de ta boîte, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, bah, quand tu passes d'une organisation full présentielle à une organisation où tu as du remote, il y a un moment donné, sur certaines fonctions, postes, tu te dis, bah ok, on sera moins là, on va moins se voir. Il y a un moment donné, il faut que finalement, tu bases plus ton ressenti sur des perceptions visuelles ou de présence ou de ce que tu vois. Oui, t'es Mais obligé. tu te bases beaucoup plus sur résultats et confiance, quoi. Tout simplement. Oui. Et du Comme coup, tous les managers, en fait, il a fallu factualiser quelque part ton approche et ta perception de tes équipes. et surtout que en fait, ça a amené des changements, notamment bah, typiquement sur des systèmes de commissionnement, d'équipes commerciales et autres, qui étaient adaptés à un nouveau monde, quoi, en fait, un nouveau mode de fonctionnement où finalement tu regardes des résultats de manière différente, en fait. Ouais. Voilà, ce qui n'a pas été sans conséquences et sans grincement, je pense, non plus, parce que les changements de ce type sont pas, voilà, c'est pas des changements mineurs, quoi. Ouais. Donc voilà. Bref, pour revenir à ta question, la jeunesse de l'idée, c'est ça, quoi. C'est fin 2020, je veux revoir du monde, je veux revoir des collègues, je veux revoir des clients, je veux revoir des amis en face à face.
J'ai été inspiré par des podcasts, Génération Do It Yourself, Thinkerview, pour pas les nommer, plutôt sur des formats longs pendant le D'accord. Covid. Et je me suis dit, mais en fait, mais moi aussi, je peux peut-être. J'ai rencontré des gens inspirants, D'accord. qui ont des choses à partager et, dans mon monde professionnel. Et pourquoi pas, également sur un format long, leur proposer de venir partager leurs expériences, leurs problèmes, leurs apprentissages, tout ça. Objectif, c'était vraiment le faire en visuel, quoi, face to face. D'accord. Il n'y a que 3 épisodes que j'ai fait en En distanciel. Parce que je crois que c'est vraiment Parce que c'est le principe d'une rencontre aussi, quelque part. c'est le principe d'une rencontre, c'est le principe d'un échange. C'est plus sympa, quoi. Voilà. Ouais. Et puis c'est séquel Covid, quoi. C'est mon anti-Covid. C'est ta vengeance. C'est mon anti-Covid. La vengeance du Covid. Ouais, exactement. Et quelque part, voilà, on réaborde ça. Il y a alors, les CTO, donc il y a différents profils, etc. Des gens qui ont monté des startups, des gens qui ont resté salariés, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, etc. Des formations très différentes, des parcours très différents, parfois atypiques. Il y a une grande diversité en fait dans les gens que tu as pu rencontrer. Et c'est quelque chose que tu cherchais, tu t'attendais à trouver ou Alors oui, c'est quelque chose que je cherchais. Si tu rencontres que des gens qui ont fait un peu les mêmes choses, les mêmes parcours, dans les mêmes tailles de boîte, dans les mêmes secteurs, finalement, t'en écoutes un, t'en écoutes 5, tu les as tous écoutés. Je trouve que c'est cool le poste de CTO dans une startup, dans une scale-up, dans une PME, dans une grosse boîte. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes choses que tu adresses. Je parle toujours un peu produit aussi, puis j'aime bien découvrir un produit au travers des rencontres. Donc je pense qu'il y a toujours un métier à découvrir dans les échanges qu'on a. Et c'est des personnes différentes à la fois dans leur seniorité, dans les secteurs dans lesquels ils ont bossé, dans les tailles de boîte dans lesquelles ils ont bossé. Et c'est ça que je cherche, ouais. Et différentes aussi dans leur approche, dans leur on va dire dans les choses qu'ils portent, dans leur trait de personnalité. Je vais pas dans ce niveau de détail pour je choisis pas les Non, mais sans parler de les choisir, mais après les avoir entendus, interviewés, etc. Avec, je sais pas si tu as réfléchi ou essayer de penser aux 99 précédents podcasts. Est-ce que, je sais pas, s'il y a des points communs parmi, si on devait te demander, parce que mine de rien, c'est quand même, t'en as rencontré quelques-uns, ou quelques-unes. Je crois que le point commun, c'est le management. Et je pense avoir rencontré quand même beaucoup de gens qui ont le point de commun de réfléchir people, équipe, collectif, humain. Et tu penses que c'est leur préoccupation première ou c'est quelque chose dont ils sont obligés de gérer pour atteindre leur objectif? Je pense que ça fait partie. Pour le coup, ça commence à faire partie du poste. Oui, ça ça fait fait un peu de management. fait partie du poste, donc Ouais. c'est quelque chose que tu es C'est obligé une de gérer. composante commune que tu gères et que tu as différentes manières de gérer ou d'approcher. Mais je crois quand même avoir rencontré beaucoup de gens qui avaient une approche où l'idée c'était créer des cadres motivants. D'accord. Où les gens peuvent grandir, quoi. Ouais. Et et c'est des choses dont que tu as pu entendre à travers de cette interview qui te parlent personnellement, que tu essayes de réappliquer au quotidien dans tes problématiques ou Alors alors moi j'ai pris, ça fait 2 ans et demi que je prends un petit cours de management, quoi. Oui, c'est ça, gratos. Je prends un petit cours de management au travers de rencontres sympas. Je pense qu'il y a pas un épisode où je suis reparti en me disant ok. J'ai rien appris. Non, ouais. Ou même le formuler plus positivement. À chaque fin d'épisode, je me dis cool, pas mal cette approche, intéressant. Il y a des choses qui résonnent en moi. Alors je vais pas pouvoir citer tout le monde et je vais pas pouvoir
illustrer ce propos, mais il y a quand même des choses qui restent, et des choses qui font écho de manière durable. Il y a je sais pas, je vais tâcher de donner quelques exemples, mais il y a ce podcast avec Olivier Bonnet, Blablacar, qui me disait qu'un de ses managers lui avait appris à arrêter de vouloir éteindre les incendies. Ce qui est contre-intuitif. Ce qui est contre-intuitif, t'as l'impression que t'as de l'impact, t'éteins un incendie, c'est cool, hein. Mais laisser brûler, alors faut pas tout laisser brûler, mais il y a peut-être des fois des petits foyers, plutôt que de mettre de l'énergie à éteindre, sortir la tête du guidon et se mettre dans des conditions qui feront que les petits foyers, ils apparaissent jamais, en fait. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui... c'est un truc qui a fait... qui a fait pas mal écho, quoi. Qui fait pas mal écho. Typiquement, c'est quelque chose que j'avais un peu en tête quand il y a 3 commerciaux qui sont arrivés en septembre dans l'équipe. Et je pense que je pense que j'ai jamais mis autant d'énergie, de temps passé, consacré sur l'onboarding, qui a duré 3 semaines, où j'ai passé, je pense, une demi-journée tous les jours avec les 3 pendant 3 semaines, sur la partie onboarding. D'accord. Sur la partie formation, alors que j'aurais pu mettre de l'énergie sur des choses un petit peu plus opérationnelles, qui auraient eu de l'impact sur d'autres métriques, sur d'autres métriques commerciales, quoi. D'accord. Donc, tu vois, ça c'est des choses qui me parlent. Il y a des épisodes, la culture du feedback. Oui. Culture du feedback, avec des bouquins qui reviennent régulièrement, Radical Candor. Une petite claque, ce bouquin, hein. Conseillé par Eric Daspet, par tous ceux qui sont passés par Job Teaser notamment. Putain, tu lis les 5 premières pages et tu fais putain, je me prends des claques. Ah, mais après, il faut s'en relever, quoi. La première fois que j'ai ouvert le bouquin, c'était en vacances. J'ai lu 5 pages, j'ai fait non. Pas en vacances. Ouais, non. Ça me ramenait trop à des trucs où putain, mais je suis mauvais, en fait. Non, mais ça te ramène à pas mal d'exemples. Tu te dis des situations que tu as vécues qui sont hyper dures. Ça me fait souvent penser à ça. Il y avait notamment un exemple du bouquin où il dit c'était pas tout à fait l'exemple, mais grosso modo il y a quelqu'un qui sent, quoi, et de la transpiration, tout ça, machin, et en fait personne lui dit jamais, quoi, à cette personne. Et en fait, Radical Candor, c'est dans les premières pages, hein, donc, ouais. Mais bon, il y a plein de trucs, hein, il faut que quelqu'un lui dise. Il faut que quelqu'un lui dise, et en fait c'est un service que tu rends. Bien sûr. Mais il faut savoir mettre les mots pour dire ça, c'est pas évident. T'es pas obligé de le dire méchamment, tu peux le dire avec bienveillance, et tu vas pas forcément passer pour le con, mais pourtant, c'est pas évident à dire, quoi. Ouais. Et ça me fait écho, parce que ça m'est arrivé dans ma carrière de devoir le dire, parce qu'on m'obligeait à le dire. Oui, parce que le client n'osait pas le dire à ton consultant et ça me t'a mandaté pour le faire. Tu veux l'histoire. Non, mais je la connais, l'histoire. Mais après, l'histoire, peut-être pas. Mais... Je suis en restaurant, déjeuner, client, tout ça, avec 2 clients de 2 équipes différentes. Et puis, au dessert, il y en a l'un des 2 qui me balance. Au fait, il y a un tel, ça pique, hein. Tu pourrais lui dire, Pierre. Ouais. Waouh. Donc, c'était il y a 12 ans. En fait, je pense que je l'ai fait, et j'ai pas réalisé tout de suite que j'avais peut-être rendu un grand service en le faisant. Bref, tu vois, la culture du feedback, c'est des choses qui sur lesquelles je pense qu'on a tous à s'améliorer et qu'il faut garder en tête. Il y a des phrases qui me restent quand tu fais un one-to-one. Commencer peut-être ton point par un vrai ça va. Ça, je pense que c'est plutôt quelque chose,
Alors des one-to-one, j'en fais peut-être pas assez, mais quand j'en fais, je pense que la question, elle est vraiment posée avec comment ça va, comment tu te sens. Et en tous les Pas cas, juste un ça va de civilité, quoi. ouais, c'est pas un ça va de civilité. Si la réponse c'est ça va pas, ben on en discute vraiment, quoi. Voilà. Oui, que la personne en face puisse s'autoriser à dire non, en fait, ça va pas trop. En tous les cas, j'espère qu'elle s'autorise. Tu vois, je te parlais de grincement tout à l'heure. Là, c'est l'un des derniers épisodes. Alors ça, pour le coup, ça c'est un truc qui est pas intuitif pour moi. Et c'est important d'avoir des gens avec lesquels j'échange et qui me rappellent que c'est l'épisode avec Jean-Philippe Hervé qu'on a intitulé Les bienfaits des grincements. Et effectivement, quand tout va bien, peut-être qu'on s'endort un peu et que les grincements, c'est finalement mettre les gens en mouvement, sortir les gens de leur zone de confort. C'est pas forcément négatif le grincement et c'est pas quelque chose qui est intuitif pour moi. Et du coup, c'est une petite leçon que je prends, tu vois. Oui, tu vois, sur un épisode c'est comme des ça. choses qui sont effectivement qu'on trouve dans le sport. Hein. Une équipe qui perd apprend plus l'occasion d'apprendre qu'une équipe qui gagne. Mais... Donc voilà. Donc tu vois, c'est des choses qui m'ont parlé. Je pense que j'ai évolué sur ma position sur le coaching aussi. Sur te faire coacher ou sur coacher les autres? Non, sur me faire coacher. Sur me faire coacher. Parce que ça te générait une insécurité auparavant? Non, mais j'en voyais pas forcément l'utilité. Ou tu te dis, non mais je sais où ils sont mes défauts, c'est bon quoi. Ça va, je les connais quoi. C'est bon, je me connais. Je sais où je suis pas bon, je sais où il faut que je travaille. Il y a un épisode avec Paul Cohen-Scally assez marquant de la SACEM qui me dit, mais en fait, moi j'ai eu un coach, c'est le plus beau cadeau qu'une entreprise m'ait fait. Et il faut savoir bien le choisir. Et le coach que j'ai eu, on voulait me foutre un coach pour travailler sur mes faiblesses. Et le coach qu'on m'a eu, il a eu une approche différente en me disant, non, on va pas travailler sur vos faiblesses. C'est quoi tes points forts? Eh ben, on va travailler sur tes points forts pour qu'on voit plus tes faiblesses. Et du coup, ça modifie un peu. Tu vois, c'est ce type d'échanges qui m'ont fait changer ma perception du coaching, / des audits, du jugement externe sur toi. Voilà, il y en a plusieurs qui se sont fait coacher, à qui on a proposé du coaching, qui ont pris ça plutôt comme quelque chose de positif. Alors que moi, dans mon ADN, je pense éducationnel, je n'étais pas audit, coaching, tout ça. Donc je pense que j'ai fait évoluer ma position sur le coaching. Voilà, il y a des choses qu'est-ce que j'ai fait évoluer avec... Il y a un épisode avec Thomas Nanceau aussi, qu'on a intitulé Make or Buy. Et puis, quand t'achètes, il y a un moment donné, il dit faut... quand t'achètes, faut que tu fasses confiance à l'éditeur. C'est complètement con d'acheter et de pas aller au bout de la démarche. Et il faut... alors du coup, là je pense qu'il y a encore un petit truc à faire de notre côté. Mais sur le moment, ça m'a fait tilt, tu vois. Moi j'ai une note CRM. Pourquoi je demande pas une formation tous les ans de notre éditeur pour présenter toutes les nouveautés, former toute l'équipe aux nouveautés? Alors bon, sur le coup, ça m'a fait un tilt et on a pris quelques heures et qui n'ont pas été pour toute la boîte, mais plutôt côté admin, côté facu, process. On a gagné beaucoup de temps, je pense, là-dessus. Ça a été une réussite, quoi. Mais tu vois, c'est des petits tilts, quoi, des petites phrases qui te font tilt. Je suis en vrai monologue, là, j'ai l'impression. Non, pas du tout, mais je t'ai posé une question qui ouvre plein de tiroirs, donc je te laisse t'exprimer. Donc voilà, j'ai eu cet échange aussi avec Frédéric Rivin de Dashlane, où on se dit plein de choses intéressantes sur les brosses à dents, mais il me dit également, il me dit, 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 il me dit
Il me dit une phrase qui je pense, fait écho sur, en moins sur on se quitte toujours 6 mois trop tard, quoi. Il me dit ça, en fait, ça me claque. Je pense que ça me claque parce que j'étais dans une situation où j'étais 6 mois trop tard. Ouais, t'avais laissé pourrir le truc. Il y avait un truc, on était déjà 6 mois trop tard. Et 6 mois trop tard, ça veut pas dire 6 mois trop tard. Enfin, ça peut être bilatéral, quoi. En fait, Oui, on bien est 6 sûr. mois trop tard, mais pour les deux parties, quoi. Tout à fait. Je suis sorti de ce truc. Ça veut dire aussi le qu'il faut... le lendemain, j'ai initié une discussion. Et en fait, on faisait un constat qu'on était 6 mois trop tard, mais que c'était une libération pour l'autre partie aussi, quoi. En fait, oui, qui mais était après, plus bien dans la boîte, ça veut quoi. dire aussi qu'il faut la perspicacité et quelque part le courage ou faire le pari que les choses vont diverger 6 mois plus tôt. Ce qui n'est pas forcément évident. Et voilà, donc du coup, c'est pas quelque chose d'hyper intuitif, mais c'est une phrase qui reste pour être attentif à des signaux un peu plus faibles et peut-être les anticiper, soit pour redresser une barre, plutôt, pour dire les choses mieux, plus facilement, ou pas, quoi. Voilà. Mais quelque part, c'est pas un petit peu paradoxal de prendre des leçons de management des techos alors que toi-même, tu as fait une école de management? J'ai fait une école de commerce. D'accord, ok. On n'appelle pas ça des écoles de management de nos Ouais, jours? si, c'est de Grenoble, l'école de management. Ouais, ok. Non, mais c'est l'expérience de la vie et des parcours. Enfin voilà, je pense que eux-mêmes, 20 ans en arrière, on n'a peut-être pas forcément eu ce recul aussi, mais je pense que c'est l'école de la vie, on va appeler ça. c'est l'école de la vie. Et puis je pense que t'as à apprendre de tes pairs, t'as à apprendre des gens qui managent pas, t'as à apprendre des managers, t'as à apprendre... Enfin, je veux dire... tout échange qui est bienveillant, si tu es prêt à l'entendre, tu peux l'entendre. Et pour le coup, moi j'ai envie de te dire, CTOs, au final, c'était la ligne éditoriale inviter des CTO, mais en vrai, c'est dommage que... Peut-être que c'est dommage que le titre du podcast réduise l'audience. En l'occurrence, je pense que c'est pas tout à fait le cas, mais à une audience tech, parce qu'effectivement, c'est des leçons de vie pour tous les managers, de engineering manager, VP manager, fondateur, autres. Et puis d'un point de vue business aussi, parce que quelque part, ça retranscrit aussi les évolutions de nos problématiques techniques qui sont des problématiques business et de marché en fait. Ouais, alors je pense que ça... Dans beaucoup d'épisodes, effectivement, tu vois l'évolution du marché, quel qu'il soit, web, de com, de streaming, etc. Enfin, qui pourrait intéresser. C'est pas que... D'ailleurs, elles se traduisent par des problématiques techniques, mais c'est une évolution du business, quelque part. C'est pas ce que m'apporte le plus le podcast. Enfin, oui, non, moi j'aime c'est pas ce que tu vas y chercher. C'est pas ce que je vais y chercher, mais c'est toujours intéressant d'avoir les choix techniques. Enfin, moi je m'y intéresse, des choses qui m'intéressent, les infras, le FinOps, le chaos engineering. Au-delà du choix, c'est la manière dont est fait le choix donc qui t'intéresse. La manière dont est fait le choix est intéressante, ouais. Mais du coup, j'y trouve pas des grosses tendances, si tu veux, dans le podcast. Oui, c'est mon métier d'à peu près les connaître. C'est plutôt au niveau management, au niveau approche, que j'ai plutôt pris des rappels, des leçons, des punchlines intéressantes, quoi. Ouais, il y avait aussi ça peut être intéressant aussi pour les consultants ou pour même ceux qui regardent le marché de l'emploi, parce que quelque part le quotidien de ces CTOs est assez révélateur de la culture des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Non ? Oui. C'est le problème de l'intervieweur qui pose des questions fermées, tu vois, comme un idiot. Non, mais je suis d'accord avec toi. Okay.
Merci. Voilà, et donc du coup, non, sur les apprentissages, est-ce qu'il y a d'autres trucs enfin, sur les... cette notion de... Il y a un épisode qui a rappelé le courage managérial aussi, dans Nicolas Guérin Open Classrooms, et je trouve que c'est intéressant quand même de rappeler ça. C'est-à-dire que le management, c'est pas que... c'est pas que des trucs sympas toujours à faire, à dire. Des fois, il y a une notion de courage derrière. Il y a très souvent une notion de courage. Et c'est souvent pour ça qu'il y a des choses, quoi. Il y a une notion de courage. De procrastination, des fois. Alors, je le présenterai autrement, parce que je me suis vu dire à mon manager et à mes managers, on voudrait toujours que notre manager ait plus de courage qu'il n'en est. Ouais. Mais ou qu'il n'en a plutôt, c'est plus français. Mais je pense que aussi le manager, il doit choisir ses combats, et que, enfin voilà, le combat prioritaire du moment, c'est peut-être pas forcément là où ses équipes voudraient qu'il place son énergie. Voilà. Mais globalement, ça veut dire que des fois aussi, le manager, il est censé aller au front et avec un peu de courage. Voilà, c'est pas voilà, donc pas mal de petites leçons, de sources d'inspiration, quoi. Très bien. Nous arrivons à la fin de cet épisode anniversaire. Ouais. Et donc je vais te poser les traditionnelles questions que tu connais. Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui illustre ton parcours ou ton approche? Alors, ce qui est bien, c'est que pour le coup, je me disais bien que tu allais peut-être me les poser. Comme tous ceux que tu invites ont écouté quelques podcasts auparavant, non? Ils les ont préparés en général. Ouais, alors j'en ai pas mal. La question, c'est... il y en a plein qui sont contextuels, quoi. Il y a les expressions qui viennent de notre ancienne société, force et honneur et no guts, no glory. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, des choses comme ça qui nous ont marqué et qui étaient plutôt celles de nos patrons et qu'on reprend de temps à autre. Voilà, il y a une phrase que j'aime bien dire, un peu en toutes circonstances, puis ça marche un peu partout, c'est « j'ai pas envie d'avoir chaud sous les bras ». et ça marche plutôt pas mal partout. Voilà. Il y a des expressions que je répète plutôt à mes filles. Bon, là je leur dis, les maths, les filles, c'est du français. Bon, voilà. Je pense qu'on n'y est pas loin. On n'est pas loin. Mais pour les rassurer sur les maths ou pour leur dire que dans les maths, il faut aussi expliquer? Non, c'est plutôt pour dire, une fois que tu as compris l'énoncé, normalement les maths c'est facile. Ah. C'est plutôt ça la jeunesse du truc. Et des fois je dis, la différence entre bon et mauvais, c'est presque. J'aime pas trop le mot presque. Ah bon? Ouais, j'aime pas le mot presque. Mais pourquoi? Parce que tu sais pas la quantité que ça représente? Non, mais c'est une espèce de chose indéfinie. Non, mais c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas presque, quoi. D'accord, toi t'es pour un positionnement clair en fait. Voilà. Okay. Donc des fois je dis, tu sais ce que c'est. Quand on me dit presque, je dis, tu sais ce que c'est la différence entre bien et mauvais? C'est presque. Voilà. Oui. Bon, après j'en ai d'autres, hein, des proverbes, enfin des expressions. Mais... D'accord. Voilà. Mais c'est celle qui... Ok, très bien. Je m'arrête là. Parfait. Est-ce que tu as un surnom dans ton équipe? Dans les équipes, j'en ai peut-être plusieurs, des surnoms. Le boss. Alors, certains de SOAT m'appellent affectueusement patron, ou voilà. J'aime pas du tout le mot. Ouais. Mais quand tu as toujours eu du mal à l'assumer, ouais. Mais quand c'est affectueux et dit comme ça me pose pas de soucis. Je sais que on m'appelle Pierre Castor des fois ici. Parce que tu racontes des histoires. Je raconte des histoires.
J'en ai peut-être d'autres. J'espère que... Alors, le boiteux, peut-être maintenant. Depuis que je me suis fait le tendon d'Achille. C'est temporaire. C'est temporaire. J'en sais rien. Voilà. Et puis, une petite dédicace à toi, parce que t'es le seul à m'appeler comme ça. C'est vrai. Pierrot Gourmand, ouais, il n'y a que toi, quoi. Ouais, mais parce que les autres, ils ont oublié les sucettes aplaties, là. Ils ne se rappellent pas, quoi. Bah non, ils sont trop jeunes, et puis Choupa Choup, ça niquait tout le marché. Exactement. Tu as une idée de titre pour cet épisode ? Ouais, bah pour le coup, intervieweur, interviewé. Je pense que c'est pas mal. Hein. Ça s'applique assez bien. Ça s'applique bien à l'échange. Très bien. Et tu vois autre chose ou pas ? Non, c'était... puis en même temps, c'est moi qui l'ai proposé, c'était le titre de mon mail. Tu vois, j'ai pas fait preuve d'une grande originalité. Tout à fait. Oh, tu reprends les bonnes idées, c'est bien. Exactement. Voilà. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a une ou des questions ou un sujet que nous n'avons pas abordé et que tu souhaiterais évoquer ? Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés et qu'on aurait pu aborder Alors je sais pas si on a trop abordé la thématique de alors tu vois, toujours dans la posture managériale, toujours un truc qui m'étonne. En fait, ça m'étonne pas, mais que j'ai du mal à intégrer, c'est que la même phrase puisse ne pas produire les mêmes effets en fonction de la casquette que tu as. C'est-à-dire que si tu es dans une position de middle manager, tu vas faire une phrase, tu la prononces avec les mêmes mots, le même ordre, la même intention. Dans une casquette patron ou co-founder, elle n'a pas les mêmes effets. Ou elle peut ne pas avoir les mêmes effets ou pas les mêmes interprétations, en fait. Mais est-ce que ça t'étonne vraiment, ça ? Ça m'étonne. Et c'est pas parce que ça m'étonne pas que c'est dur, enfin que c'est facile à accepter. Que c'est facile à pas gérer, c'est pas le terme. Enfin, d'en avoir une pleine conscience tout le temps. Ouais, non, c'est pas un étonnement, quoi. Mais si, je le sais, je le sens, faut le savoir, quoi. C'est tout. Et ça t'ennuie. Mais parce que du coup, il faudrait que tu adaptes ton discours à ton rôle de patron et assumer, quoi. Non, c'est juste un constat qui est comme ça, et un ressenti. Mais c'est quelque chose qui est difficile, je pense, personnellement, qui n'est pas perceptible facilement pour quelqu'un qui est dans tes équipes. C'est plus difficile. C'est difficile personnellement de se dire ok, vas-y, j'ai la même intention, j'ai la même phrase, j'ai le même vocable, et se dire attends, est-ce qu'avec cette casquette là, on va interpréter ça de telle manière ou de telle manière, voilà. Et en fait, je pense que l'une des solutions, l'une des solutions, c'est d'arrêter de supposer. Arrêter de supposer. Ouais, c'est-à-dire que tu te poses la question, ok, vas-y, je suppose que telle personne, que ça peut être interprété comme ça. Mais en fait, plutôt que de supposer que ça peut être interprété comme ça, mettre les pieds exprimer et plus expliciter les choses, éviter les sous-entendus, plus expliciter les choses. Oui. Voilà, une inspiration des accords Toltec, lu après l'épisode avec Céline Bayer et Pierre-Yves Gière qui en avait parlé. D'ailleurs, je vais peut-être finir par des lectures qui m'ont inspiré et qui sortent un peu des chemins, des sentiers battus, parce qu'ils n'ont pas été cités sur le podcast, sur les 100 premiers épisodes. Donc j'en parle. Très bien. Un bouquin que je conseille d'un neuropsy qui s'appelle Albert Moukébert et qui a écrit un bouquin qui se lit très vite. Votre cerveau vous joue des tours. Sur les biais cognitifs. Sur les biais cognitifs. Et pour le coup, je pense que c'est... L'idée, c'est de prendre conscience comment tu fonctionnes, ou d'utiliser d'éviter ces biais, ou d'avoir des armes pour manipuler les gens. Alors, il y a un autre bouquin qui s'appelle
je sais plus comment il s'appelle, sur l'utilisation des biais. Enfin bref, je retrouvais le titre. Non, c'est pas c'est avoir conscience que on est dans nos jugements constamment biaisés. Tu peux pas les enlever. Il faut en avoir conscience pour amenuiser éventuellement en amenuiser les effets des biais. Il y en a plusieurs centaines qui sont identifiés. Donc un bouquin assez intéressant sur le locus de contrôle interne, le locus de contrôle externe, tout ça, puis les biais de confirmation, tout ça. Ouais. Voilà. Puis un bouquin de développement personnel qui prend le contre-pied du développement personnel, et du coup c'est sympa, qui s'intitule L'art subtil de s'en foutre. Alors, le but c'est relâcher la pression qu'on voudrait te mettre sur soi-même, c'est ça? Non, écoute, le but c'est de arrêter d'éviter les problèmes et y faire face et bien choisir les combats et retirer les pansements sur les plâtres. Sur les plâtres, par exemple, voilà, de Mark Manson. Voilà, donc des lectures assez sympas, quoi. Qu'on vous mettra en référence dans le podcast. On pourra faire ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, pour cet exercice. Merci de m'avoir invité à mener cette interview à tes côtés. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir. Et puis, je sais pas ce qu'on fait pour la 200e. Faut retrouver un autre truc. On a un petit peu de temps encore. On a un peu de temps, effectivement. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.